Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'intelligence artificielle. Alors cette présentation elle a pour but de vous préparer à l'atelier, le workshop qu'on va faire en live tous ensemble le 16 juillet. Et donc là on va faire une petite initiation, donc en fait cette initiation elle est basée sur une présentation, sur une conférence que je suis en train de préparer pour donner. Donc en fait le contenu je pense au global va être très très proche de ce qu'on va faire. Je vais vous présenter un petit peu l'intelligence artificielle, on va voir un petit peu ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative qui va nous permettre de faire des choses, du texte, etc. Donc pour ceux qui connaissent déjà un petit peu ChatGPT, on est à peu près là-dessus. On va voir comment prompter, comment avoir les résultats qu'on veut avec l'intelligence artificielle. On va voir aussi ce qu'on est capable de faire en termes de vidéo, d'audio, et puis d'images aussi. Et je vais commencer d'abord par vous présenter un petit peu, vous donner un petit peu de contexte, un petit peu d'histoire, un petit peu de chiffres sur ce que c'est l'intelligence artificielle, d'où est-ce que ça vient, euh, et comment est-ce que ça a commencé finalement, parce que c'est quand même une histoire qui est assez fascinante. Donc voilà. Alors, je vais changer mon écran, on va partir là-dessus, et je vais... Voilà. Donc en fait, voilà, ça c'est toute ma conférence. Et nous, ce qu'on va voir là, ça va être les 4 premiers points. Donc ces 4-là. On va s'arrêter à l'ingénierie du prompt. Alors l'idée c'est que vous puissiez en retirer ce dont vous avez besoin en fonction de votre niveau. Je pense que la partie histoire de l'IA, les 2 premiers points sont assez intéressants. Je ne suis pas sûr que quand bien même vous ayez utilisé ChatGPT, vous connaissiez toutes les histoires. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un petit peu de valeur ajoutée pour un petit peu tout le monde. Le fonctionnement de l'IA, on rentre un petit peu sur voilà, un petit peu comment est-ce que ça fonctionne derrière, en dessous. Euh, Qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis derrière l'ingénierie du prompt, bon, si jamais vous êtes déjà prompté, je pense que cette partie-là va être un petit peu moins intéressante. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même des choses à prendre, etc. Sinon, de toute façon, vous allez voir les démos dans l'histoire, etc. Ça va être hyper cool. Donc voilà. Alors, pour commencer, on a ce petit tableau qui nous présente un petit peu l'utilisation de l'IA chez les salariés. Et on se rend compte que au cours des 2 dernières années, on a quand même une utilisation de l'IA chez les salariés qui est quand même assez significative, enfin qui est en train de monter en termes de chiffres. Donc on va avoir, donc ça c'est les chiffres pour les US. En France, je les ai pas trouvés malheureusement, mais on ne devrait pas être très très loin quand même peut-être un petit peu en dessous, et on voit surtout que les chiffres ça monte, et ça monte de manière un petit peu significative entre 2024 et 2025. Là 2025, avec tout ce qui est en train de se passer, je pense que on devrait l'année prochaine avoir des chiffres qui sont encore beaucoup plus exponentiels. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a que 8% des gens qui l'utilisent au quotidien. Pour ceux qui l'utilisent au quotidien comme moi, c'est devenu mais obligatoire, quoi. Enfin, c'est devenu mon meilleur ami dans tout ce que je fais. Et donc du coup, voilà, j'ai du mal à comprendre qu'il n'y ait entre guillemets que 8%. Et donc pour moi, l'idée, c'est de vous donner un petit peu les petites billes pour pouvoir l'utiliser de manière hyper spécifique pour répondre à vos besoins et pour que vous puissiez entre guillemets ne plus vous en passer pour faire plein de choses et l'utiliser de manière intelligente, pas pour faire le travail à votre place, mais pour le faire en accompagnement. On se rend compte aussi que l'IA, c'est de toutes les applications qui sont sorties, franchement, c'est l'application qui a juste explosé tous les records. C'est 100 millions d'utilisateurs au bout de 2 mois. Là, on en est à une trentaine, quarantaine de 30 mois. On est à 800 millions d'utilisateurs. Enfin, c'est juste exceptionnel, quoi. Ça, c'est pour vous montrer aussi le mouvement des grosses entreprises. Donc, c'est pour voir un petit peu les chiffres, où est-ce que le monde y va. Le monde, en général, il est quand même dirigé, malheureusement pas par nous, les petits gens, mais par les grosses boîtes. Et donc, du coup, les grosses entreprises, là, dans le top 500, on a une quantité astronomique d'entreprises dans le top qui sont juste en train de transitionner sur l'IA, et ils sont tous en train de bouger leur tech sur de l'intelligence artificielle en premier. Donc autant comme ça fait un moment quand même qu'on entend parler de l'intelligence artificielle, autant là on a vraiment passé un cap, et c'est pour ça qu'il est hyper intéressant et important de se lancer maintenant. Et vous voyez, si on revient sur ce tableau là, et en fait se lancer maintenant, on fait quand même partie des premiers, quoi.
Alors, ça, c'est la productivité salariale en fonction depuis l'utilisation de l'IA, et on se rend compte que plus les entreprises utilisent l'intelligence artificielle et plus l'entreprise est productive. Alors c'est hyper intéressant pour nous en tant qu'entrepreneurs, freelance, personnes qui sont en train de développer leur activité, puisque en fait, ça veut dire qu'on peut vraiment gagner en productivité. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir aussi avec cette présentation et ce cours, entre guillemets, surtout le deuxième qu'on va faire en live, où on va pouvoir automatiser des choses, parce que vous allez voir qu'on peut aller vraiment très très loin. On se rend compte aussi que la vidéo, c'est l'omniprésence de la vidéo, c'est vraiment le truc majeur. La vidéo, c'est devenu, alors en termes de visionnage, les gens passent je ne sais pas combien d'heures, enfin je dis 4 heures par jour sur leur téléphone environ à regarder de la vidéo, ce qui est énorme, et que ça a augmenté sur les 4 dernières années. On a pris, est-ce que j'ai mis un pourcentage, on a pris 30%. Donc c'est colossal. Et là, alors j'imagine qu'on s'en rend pas compte quand on n'a pas travaillé dans la tech. Mais en fait, quand moi j'ai commencé dans la technologie, on parlait des GAFA. Google, Amazon, Microsoft, Alphabet. Non, Google, Amazon, Microsoft, j'en oublie un. Apple, oui, bien sûr. Et les GAFAM, le F, Facebook, oui, Facebook. Et aujourd'hui, alors les noms ont changé, etc. Donc du coup, on se retrouve avec le Batman, j'adore, ils sont trop forts, avec Apple, Amazon, Meta, donc le nouveau Facebook, Alphabet, le nouveau Google, Microsoft, jusque-là on les retrouve. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Tesla. Alors Tesla, pourquoi est-ce qu'on en est là? C'est tout simplement parce qu'en fait, ils sont en train de partir dans le concept de la robotique sur les IA, et là c'est vraiment les robots IA que vous pouvez imaginer. Si vous regardez la vieille série, ça s'appelle les U-Bots, c'est exactement, c'est les robots d'accompagnement physique qu'on va retrouver un petit peu dans le futur, hein. Vous avez ça dans tous les films, voilà, mais eux ils travaillent vraiment dessus, et c'est pour ça que ça va exploser. Broadcom, parce qu'ils font des puces, mais surtout le plus grand fabricant de puces et de technologies sur l'intelligence artificielle. Alors là, on parle des technologies physiques, c'est-à-dire que tout repose sur des puissances de calcul, etc. Et en fait, pour simplifier, c'est des ordinateurs. Et ces ordinateurs-là, il y a une marque qui fait ça, qui a explosé, parce que le CEO, c'est un visionnaire depuis des dizaines et des dizaines d'années, il prévoit ce truc-là. Et donc là, franchement, son pari, c'est exceptionnel. Si vous parlez anglais, je vous conseille d'aller voir ces podcasts. C'est une leçon de stratégie et de vision comme jamais. Donc là, c'est un petit peu tous les chiffres qu'on a vus sur l'IA. Et moi, ce que je vais vous faire voir un petit peu, ça, c'est la roadmap. C'est le chemin d'apprentissage de l'IA. Et je vous fais voir un petit peu tout. C'est-à-dire que je vais vous faire voir un petit peu les concepts basiques. La partie prompt engineering, donc l'ingénierie du prompt, ça on va la voir un petit peu après. Dans la partie apprentissage, je vous fais voir pas mal de choses qui sont liées à tout ça. Je vous parle du stockage des données, donc ça va être le cours qu'on va faire ensemble en live. Les agents, etc. Donc vous voyez, il y a N8N et Make, donc ça doit être dans le titre de l'événement. Ça va être la partie automatisation où on va pouvoir faire des petites briques qu'on va mettre une après les autres pour pouvoir faire des choses hyper cool. Lovable, c'est un produit magique, j'ai hâte de vous le faire voir, c'est vraiment trop bien, surtout si vous avez votre site web à faire. Si vous avez votre site web à faire, vous regardez cette vidéo, attendez, laissez-moi 15 jours, laissez le 16 arriver, et le 16 quand c'est là, on fera le site web, on fera votre site web ensemble, parce que c'est juste incroyable. Supabase, ça va avec le site web. Eleven Labs, c'est pour cloner vos voix, on fera des exemples, c'est incroyable. Bon, la partie modèle de fondation, on va le voir ensemble là, et les différentes parties d'évaluation, ça va rentrer un petit peu plus dans l'histoire. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est se demander, mais c'est quoi l'intelligence? Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais finalement, c'est quoi l'intelligence exactement? Alors l'intelligence, elle est définie comme une faculté d'adaptation. Elle repose sur la capacité à percevoir, interpréter, comprendre, modéliser et agir dans un monde en perpétuelle évolution. Et là,
on se rend compte qu'il y a une petite erreur, parce que l'intelligence artificielle n'est pas encore ce qu'on entend là. Cette intelligence-là, pour l'instant, elle n'existe pas. Je ne sais même pas si un jour elle sera là. Nous, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, c'est un anglicisme, c'est une erreur. Si vous vous souvenez de vos cours d'anglais du collège-lycée, c'est un faux ami. C'est l'intelligence dans notre compréhension à nous, experts, entre guillemets, c'est information. C'est-à-dire qu'en fait, on va déplacer, modifier, contrôler, changer l'information pour pouvoir faire des choses. Donc vous allez voir, je vais vous donner une vraie définition après. Mais donc, du coup, quand on change le concept de information artificielle, on comprend un petit peu mieux ce que ça peut vouloir dire derrière. Sauf que, on peut se poser la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour tester si un système est intelligent ? Alors, un humain, on a des théories. Donc, une des grandes théories, c'est le QI. Mais on se rend compte, avec les études, avec le temps qui passe, que finalement, en fait, il y a d'autres théories. Le quotient intellectuel n'est pas l'unique manière de regarder ça. On a le quotient émotionnel, il y a vraiment plein de choses. Et on se rend compte qu'il y a du coup plusieurs types d'intelligence. Donc, comment on fait pour un système ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un monsieur qui, dans les années... j'ai perdu l'année. Il y a un monsieur qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc les Allemands, pour communiquer, ils utilisaient un système de chiffrement. Alors vulgairement, on dirait de la cryptologie, mais ça n'existe pas. Et donc un système de chiffrement. Et ce système de chiffrement, il permettait de coder des messages entre deux Allemands pour que si quelqu'un écoute, on puisse pas entendre, d'accord ? On puisse pas relire, écouter, peu importe. Et le truc, c'est que ce chiffrement, il était extrêmement difficile. Et donc, il a mis en place, il a étudié énormément donc, la cryptologie, la capacité à casser des messages, pour casser justement, pour créer une machine qui va casser ces deux messages-là. Donc, il y a un film là-dessus, ça s'appelle La Machine. Donc, la machine s'appelle La Machine à Enigma. Et ce monsieur-là, c'est monsieur Alan Turing. Sauf que Alan Turing, il a fait autre chose. Et il a créé un test qui répond exactement à cette question-là, c'est comment tester si un système est intelligent. Et donc, il s'appelle le test de Turing. Et ce test de Turing, il passe par pas mal d'étapes afin d'identifier si l'intelligence artificielle qu'on utilise est vraiment intelligente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce test de Turing, il est dépassé depuis quelques années et qu'en fait, on est sur de nouveaux tests qui sont mis en place. On appelle ça des benchmarks en anglais. Et ces nouveaux tests-là, ils sont... on avait le test de Turing. On avait des benchmarks qui avaient été mis en place avec des niveaux encore plus élevés où l'idée, c'était vraiment de dire, OK, c'est plus une question d'intelligence, mais c'est une question de jusqu'à quel niveau elle est capable d'aller. Et récemment, on les a explosés, si bien qu'aujourd'hui, on est sur des tests encore plus difficiles. Et si vous regardez des comparaisons entre les IA, vous avez des scores qui sont sur plein de benchmarks différents. Et c'est exactement ces scores-là que vous voyez. C'est des tests d'intelligence, tout simplement. Donc, pour l'intelligence, on a finalement deux approches pour réfléchir. On a le raisonnement qu'on va appeler le raisonnement symbolique et les réseaux de neurones. Alors, le raisonnement symbolique, qu'est-ce que c'est ? C'est une représentation de la connaissance et d'un raisonnement. À quoi ça ressemble en général ? Par exemple, c'est ce qu'on appelle des arbres de décision. C'est-à-dire qu'on va poser toute la connaissance qu'on a et on va dire, donc si je vous donne un exemple, quel est mon âge ? Je vous demande d'essayer de deviner mon âge. Un des exemples qu'on pourrait se dire, c'est, OK, est-ce qu'il est retraité ? Oui, non, non. Est-ce qu'il a des enfants ? Est-ce que ses enfants sont majeurs ? Oui, non. Est-ce qu'il est étudiant ? Et ainsi de suite. Et donc ça, c'est une manière de poser une réflexion, un raisonnement. Sauf qu'on se rend compte que si on devait vraiment prendre en considération toutes les choses et les exemples que vous avez dans votre tête quand vous essayez de deviner mon âge, en fait, il y a tellement de choses qui se passent dans votre tête
que cet arbre, il est énorme. Et le pire, c'est que, pour le coup, si on prend cet exemple-là, par exemple, je rentre pas dans ces cases-là. Puisque je suis majeur, je suis un peu plus vieux, et je n'ai pas d'enfant. Donc, tout, finalement, avec cette représentation un petit peu symbolique, tout ne peut pas être expliqué. Maintenant, c'est pas exactement comme ça que nous, on fonctionne. Et dans les années 1920, on a les premières compréhensions des neurosciences qui viennent expliquer comment le cerveau y réfléchit. Et ils ont découvert cette chose incroyable qu'on appelle un neurone. Donc ce neurone, c'est ce que vous voyez à l'image, c'est quelque chose qui va envoyer de l'information via des synapses. Et en fait, il va envoyer de l'information et créer un petit buzz. Oh, le petit neurone, il s'active comme ça, etc. Et en 1943, on a deux messieurs. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. On a deux messieurs qui sont à Chicago, il me semble. Et ils posent l'idée de potentiellement un neurone artificiel. Et ils écrivent un papier là-dessus. Ils se disent, tiens, est-ce que c'est possible d'avoir un petit neurone qui fonctionnerait comme ce qu'on a compris il y a une vingtaine d'années, mais de manière artificielle. Donc, ils posent l'idée, ils écrivent un papier. Et donc, c'était il y a 82 ans. Voilà. Donc là, finalement, cette idée d'intelligence artificielle, c'est peut-être pas si nouveau que ça. En 1957, on a un monsieur qui travaille dans un laboratoire aéronautique. Et lui, il développe un modèle. Alors, c'est ce que vous voyez à droite, là. À droite, vous voyez, il y a c'est un gros ordinateur, en fait, qui est caché derrière, avec plein de câbles. Donc, tous les petits traits, là, c'est des câbles que vous voyez. Et dans cet ordinateur, il y a des neurones artificiels physiques. Donc, c'est les petits câbles que vous voyez. Donc, si je reprends mon neurone là, en fait, toutes les petites connexions là, en fait, c'est des câbles physiques qui sont mis dessus. Et il les a recréés physiquement dans une machine qui va avoir appelé le perceptron. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette machine va être capable de faire la différence entre un triangle, un rond et un carré. Donc en soi, c'est ce qu'on appelle une implémentation matérielle qui va s'appeler le marque 1 et qui va donc être capable de reconnaître ces figures géométriques. Ce qui est fou, mais vraiment fou, c'est que c'est la première fois où on conceptualise un petit peu le concept d'intelligence artificielle. Le New York Times, il va même jusqu'à écrire, donc je crois que c'est la Marine qui écrit dans le New York Times et qui dit que c'est l'embryon d'un ordinateur électronique qui devrait être capable de marcher, parler, voir, écrire, se reproduire et être conscient de son existence. Et donc là, révolution dans le monde de la pensée, dans la vision humaine, etc. Et on est sur des idées, mais qui sont folles. Parce qu'aujourd'hui, ça nous semble un petit peu commun, banal. On a plein de films, tous les écrits de science-fiction qui sont là-dessus, toutes les œuvres d'Asimov. Si vous ne connaissez pas, je vous les invite à les voir, c'est exceptionnel. Tous les travaux de science-fiction, il y en a beaucoup qui sont liés à cette recherche scientifique et notamment cette idée du perceptron qui vient se poser là, à cette époque-là. En 1966, on a Elisa qui arrive. Et Elisa, c'est un chatbot. C'est le tout premier ChatGPT. 1966. Et ce premier ChatGPT, ce qui est assez drôle, c'est que c'est un programme qui agit comme un psychothérapeute. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste des simples reformulations de vos phrases. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une première confusion un petit peu entre l'homme et la machine. Parce que c'est la première fois où la machine, elle agit un petit peu comme l'homme,
Alors, forcément, elle est en train de répéter tout simplement des phrases humaines, donc voilà, c'est un petit peu perturbant. Puis le fait de reformuler quelque chose, voilà, si vous avez fait un peu de vente, etc., c'est des techniques qui sont hyper fortes. Et donc là, c'est hyper perturbant. Donc, 1957, le perceptron, 1966, Elisa. Sauf que en 1973, on a un rapport qui sort en Angleterre, qui s'appelle le rapport Lighthill. Et ce rapport, il va générer ce qu'on va appeler, ce qui va être hyper connu comme le AI Winter, donc l'hiver de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? En fait, les avancées de l'intelligence artificielle, elles n'arrivent pas là où on espérait qu'elles aillent. Franchement, on pensait que ça allait être plus mieux, qu'on allait avoir plus de résultats plus rapidement. Sauf que c'est pas le cas. Et en fait, ce rapport, c'est exactement ce qu'il soulève. Et grosso modo, ça génère ça génère des fonds qui se retrouvent coupés complètement partout. La recherche, elle est plus financée. La recherche en Angleterre, puis en fait, après, dans le monde. Et on se rend compte que, voilà, on appelle ça l'hiver de l'intelligence artificielle. Jusqu'en 1982, où là, on a un monsieur. Alors là, ce monsieur, il arrive avec il explose la tête de plein de gens. Parce que, en fait, il se dit, voilà, aujourd'hui, l'ordinateur, il fonctionne comme ça. Quand une information, elle est stockée, pour la retrouver, on lui dit, va à cette adresse-là. Donc, va 11 rue Eugène Boudin à Paris pour retrouver cette information-là. Et tu me la récupères et tu me la ramènes. Ok ? L'ordinateur, il fonctionne un petit peu comme ça. C'est extrêmement grossier, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, on a cette espèce de conceptualisation spatiale de l'information. Une adresse, je récupère mon information. Et donc, John Hopfield, il vient et il nous dit écoutez, les gars, je pense pas que ça marche comme ça, en fait. Je pense pas que c'est la bonne méthode pour stocker de l'information. Et il, du coup, considère le neurone et son fonctionnement, et il se dit en fait, le neurone, quand il reçoit une information, il a une espèce de buzz, tiens, voilà, de ça. Alors forcément, c'est difficile à s'expérimenter, parce que c'est vraiment quelque chose de petit et léger qui se passe dans la tête, mais je vais essayer de le faire quand même. Si je vous demande si je vous demande avant-hier soir, qu'est-ce que vous avez mangé ? Et là, vous vous rendez compte que votre cerveau, il fait deux choses. La première, c'est que il se dit, ok, avant-hier soir, la première question, c'est j'étais où ? Et donc, du coup, on a cette géolocalisation dans le temps en premier pour retrouver l'endroit spatial. Et on se rend compte, du coup, que l'information, elle est stockée dans finalement ce que Einstein appelait l'espace-temps. Mais quand on l'expérimente comme ça, c'est assez fou. On se dit, ah oui, ok. Mon information, elle est stockée. Donc avant-hier, donc c'était pas hier, c'était le jour d'avant. Le jour d'avant, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ? J'ai fait ça, ça, ça. Ok, donc j'étais où ? J'ai mangé où ? J'ai mangé là. J'ai mangé au resto, machin, ici. Ok, qu'est-ce que j'ai commandé par exemple ? Ou qu'est-ce que j'ai fait à manger ? Qu'est-ce que j'ai cuisiné ? Ah. Et voilà. Et en fait, toute cette logique-là, de mémoire spatio-temporelle, donc il rajoute la temporalité, il va se dire, je peux en faire un modèle mathématique. Un modèle mathématique, c'est l'art d'exprimer l'essentiel. C'est l'art de dire, ok, dans tous les calculs informatiques, mathématiques pour créer quelque chose, je vais créer un modèle. C'est vraiment, je prends que ce que j'ai envie et j'enlève tout le reste. Je garde l'essentiel. Et donc, il va développer un réseau tout simple qui marche de manière un petit peu comme qui marche de la même manière que notre mémoire associative. C'est-à-dire que je vais associer un lieu à une expérience, à un moment dans l'espace et dans le temps.
Il va en créer un petit réseau, tout simple, et il va publier un papier qui va s'appeler les réseaux de Hopfield. Je vais corriger mon slide. Les réseaux de Hopfield. Quelques années après, 3 ans après, on a un autre monsieur qui s'appelle Geoffrey Hinton. Et ce monsieur-là, il va créer la machine de Boltzmann. La machine de Boltzmann, grosso modo, il reprend les concepts de John Hopfield et il en fait une machine hyper complexe. Sauf que cette machine-là, elle va créer les bases de notre manière d'utiliser l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Mais à cette époque-là, voilà, c'est juste un papier, c'est juste une idée, c'est juste une démonstration. Et en fait, ça va fournir à toute la communauté de l'intelligence artificielle les fondations de l'apprentissage profond de la machine. Donc ce qu'on appelle le deep learning en anglais. Et donc l'apprentissage profond, c'est-à-dire que chaque intelligence artificielle a besoin de cette capacité d'apprendre. Si elle ne peut pas apprendre, elle ne va pas être capable de faire des choses. Et donc ce monsieur-là, basé sur les travaux de John Hopfield, il va vraiment redéfinir le concept d'apprentissage pour l'intelligence artificielle. Sauf que voilà, 2 ans après, et on se retrouve en fait avec cette grosse galère de l'IA, c'est cool. Voilà, on a des idées là, donc on a eu deux papiers assez intéressants, mais ça suffit pas. Et donc on retourne dans le deuxième hiver de l'IA. Entre-temps, on a quand même Deep Blue, donc c'est l'intelligence artificielle qui va battre Kasparov. Alors Kasparov, meilleur joueur mondial. Deep Blue, du coup, meilleure intelligence artificielle pour jouer aux échecs cette année-là. Elle gagne devant Kasparov, qui est vraiment un exploit pour l'heure. Il me semble que l'année d'après ou 2 ans après, Kasparov réussit à rebattre l'intelligence artificielle jusqu'à jusqu'à perdre pour toujours après ça. On va rentrer dans un concept qui est hyper intéressant qui s'appelle les réseaux antagonistes génératifs. Alors ça, c'est tout simplement une manière de réfléchir qui est un petit peu particulière, puisqu'en fait, on va avoir le générateur. Le générateur, il va créer des données. Il va créer de la donnée qui va être ensuite jugée par ce qu'on appelle le discriminateur. Et le discriminateur, il va dire, OK, est-ce que cette donnée-là, c'est une donnée qui a été générée ou une donnée qui est vraie ? On va lui donner les deux données, donc il va avoir un point d'entrée données générées, un autre point d'entrée des données de vraies, donc des images d'un arbre par exemple. Donc tiens, là j'ai un arbre en entrée qui a été généré par l'intelligence artificielle. Tiens, là j'ai un arbre en entrée qui est une vraie image d'arbre. Et en fait, ils vont faire ce cycle-là, tous les deux, ce qui va permettre des choses exceptionnelles que je vais vous faire voir, mais qui va permettre surtout du coup d'entraîner l'intelligence artificielle à s'améliorer dans sa génération de données. Et ça va nous rendre possible plusieurs choses. Donc ça va nous rendre possible la génération d'images assez réalistes avec ChatGPT. Avec ChatGPT, pardon. Alors je vais vous faire voir un petit exemple, comme ça on va vraiment rentrer. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'intelligence artificielle, ça va être hyper cool, on va pouvoir découvrir ça ensemble. Je cache mes tabs en grand nombre. Alors, si je veux une photo d'arbre, je peux demander à ChatGPT de me faire un arbre. Donc fais-moi une photo d'un arbre. Alors je vais être un petit peu plus précis parce qu'un arbre, bon, c'est assez basique. Donc moi je veux un arbre japonais qui va se situer dans un jardin japonais. D'un arbre japonais, il me semble que c'est un cerisier. Un arbre cerisier, je sais plus, cerisier japonais. Comme je suis pas sûr, je vais lui lire le truc avec les pétales roses.
Euh, et je veux un couple sur un banc de vin. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, il a appris par tellement d'images, on lui a fourni tellement d'images, de tests, de choses que il va être capable de me générer une image. Alors là, du coup, je n'ai pas défini le style, mais c'est pas grave. Et il va me générer une image selon ce qu'il a compris de mon texte. Et ça, c'est possible juste parce qu'on l'a entraîné à faire ça, de plein de manières différentes. Et on pourrait se demander du coup, comment est-ce que les données pour générer cette image-là, elles ont été créées ou agencées, parce que c'est quand même un petit peu technique, c'est un petit peu bizarre quand même comme concept. Et en fait, pour chaque image, on va avoir créé, pour les vraies images, on va avoir créé un label. C'est-à-dire qu'on va avoir écrit une description de l'image pour des milliers et des millions d'images afin de fournir ce qu'on appelle une base de données. Et cette base de données, elle va être utilisée pour entraîner l'intelligence artificielle. Et donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a fait vraiment l'image dans un jardin japonais de mon arbre cerisier. Alors je crois plus que c'est un cerisier, mais c'est pas grave. Avec mes pétales roses, donc c'est à peu près celui-là que je voulais. Et j'ai mon couple devant. Alors ce qui est drôle, c'est que du coup, il m'a mis un couple qui en apparence, je dirais un petit peu japonais. Et donc, grâce à tous ces entraînements-là, il est capable de me faire ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est que l'outil que je viens d'utiliser, c'est pas ChatGPT en tant que tel, c'est une intégration de ChatGPT. C'est une intégration d'un autre logiciel qui s'appelle DALL-E, qui a été intégré directement dans ChatGPT, mais aujourd'hui c'est complètement transparent. C'est juste pour vous raconter un petit peu l'histoire des choses, parce que je vais parler des deux. Mais aujourd'hui, voilà, les deux outils nous permettent de faire ça, mais au tout début, en fait, on ne pouvait pas faire ce genre de choses avec ChatGPT. Au tout début, on pouvait juste lui parler en tant que texte, etc. Alors, je vais revenir sur mes slides. Donc, ensuite, on a des capacités de création de deepfake, donc en français de vidéos truquées. Et ça ressemble à quoi ? En fait, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a le président Macron qui a fait un deepfake où il se prend pour MacGyver. Et donc ça, c'était posté officiellement sur son site à lui, sur son Twitter à lui. Et c'est lui qui a posté ça, justement parce que il voulait faire une petite blague et montrer, sensibiliser les gens au deepfake. Donc je vais revenir là. Voilà, donc là, on le voit vraiment avec la tête de MacGyver. Alors si vous ne savez pas qui c'est MacGyver, je vous invite à voir la série, c'est trop bien. C'est une série pour moi d'enfance, pour peut-être certains d'entre vous un petit peu plus vieux. Et donc du coup vraiment Macron a mis sa tête là, et puis bon, vous retrouvez ça sur son compte Twitter directement, c'est pas très difficile à trouver. D'ailleurs, c'est une très bonne question. Supposons que j'ai vraiment envie de retrouver ce deepfake, mais comment est-ce que je peux faire ? Parce que pas si simple en fait, ça veut dire que je dois aller sur Twitter, enfin sur X, je dois aller sur le Twitter d'Emmanuel Macron, et je dois aller chercher, ok, est-ce que je peux retrouver le tweet comme ça ? Il va falloir que je scrolle, parce qu'à mon avis, Macron, il avait fait pas mal de tweets. Et donc pour ça, c'est une bonne manière d'introduire une nouvelle application qui s'appelle Perplexity. Perplexity, c'est une autre intelligence artificielle qui est meilleure que ChatGPT pour retrouver des informations. Donc un exemple que je peux faire, c'est prompter Perplexity pour lui dire je cherche le tweet sur X de Macron où il a créé un deepfake de lui-même en MacGyver. Comment j'écris MacGyver ? MacGyver, comme ça. Donc là, vous voyez, il a fait toute une partie de recherche et il m'a trouvé. Là, c'est vraiment moi. Hop, est-ce que je vais... Donc, il a trouvé tous les articles. Est-ce que je vais être capable de retrouver
le tweet directement. C'est une très très bonne question, la source originelle. Mais sinon, au moins, il a trouvé des articles. Ah, c'est peut-être ça. Non, c'est une actu. Actu. On va regarder. Bon, ils ont fait des tweets. Bon, forcément, voilà. Je suis un petit peu déçu. J'avoue que j'espérais retrouver directement le tweet. Et en fait, voilà, bon, je le retrouve comme ça en faisant 2-3 clics en plus. Il est sur l'Instagram de Macron. Mais est-ce que je peux voir le post en tant que tel? Bon, il va falloir que je scrolle du coup aussi. Bon, vous avez exactement la vidéo qu'il a sortie, qu'il a publiée, qui n'est pas exactement celle que j'ai fait voir. Oui, en fait, il fait des deepfakes sur plein d'endroits, plein de moments et plein de références de films, forcément. Et donc, bon, bref, ça avait fait un petit débat. Vous en pensez ce que vous voulez. Le débat en soi ne m'intéresse pas. Je voulais juste vous faire voir ce qu'on était capable de faire. Alors, un autre truc cool, qui est exceptionnel parce que je pense qu'on a tous, plus ou moins, des vieilles photos. Et aujourd'hui, on est capable d'améliorer la résolution de l'image grâce à cet entraînement avec nos réseaux antagonistes génératifs. Et on est capable d'avoir des photos comme celle de gauche qui sont transformées jusqu'à avoir une qualité de photo, d'image hyper qualitative et donc de récupérer quasiment l'image un petit peu abîmée originale, quoi. Bon, du coup, vous vous souvenez, un petit peu avant, je vous ai parlé de ce monsieur qui a créé cette machine-là basée sur les réseaux Upfield. D'accord ? Ce monsieur, il s'appelait Geoffrey Hinton. Et on le retrouve, on est en 2012. Et son équipe, elle présente, lors d'une énorme compétition d'intelligence artificielle qui s'appelle ImageNet, ils présentent du coup leur IA qui s'appelle AlexNet. Et AlexNet, lors de cette compétition, elle écrase la compétition, puisque là où tous les compétiteurs utilisent des intelligences artificielles qui n'utilisent pas le deep learning, donc la technique, la machine de Boltzmann dont on a parlé, ils utilisent d'autres techniques, machin, etc. Là, la machine de Boltzmann, elle met plus de 10%, non, 10% de différence dans le résultat, c'est-à-dire qu'en fait, elle a un taux d'erreur à 15,3%, alors que tous ses compétiteurs sont à 26%. Donc, une photo sur 4, ils font des erreurs, alors que eux, c'est quasiment une photo et demie sur 10. C'est quand même une sacrée différence. Et là, c'est la victoire. C'est la victoire de leur méthodologie, c'est la victoire de tout ce pourquoi ils ont travaillé, toutes les découvertes, etc. Et donc leur technique d'apprentissage pour les intelligences artificielles, ils appellent ça la victoire du deep learning. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, en 2024, donc l'année dernière, ils ont reçu le prix Nobel de physique pour leurs travaux qui ont été faits en 82 et 85, donc John Upfield et Geoffrey Hinton. Pour ces travaux-là, ils ont reçu le prix Nobel de physique. J'espère que cette histoire vous a plu, j'adore cette histoire. Donc ensuite, on a potentiellement de la traduction d'image avec... je vais enlever l'exemple. Voilà. La traduction d'image, donc ça nous permet de faire par exemple, de récupérer un texte dans une image ou ce genre de choses, ou de changer le style d'une image. Donc par exemple, je pense que vous les avez vu passer, les images Ghibli, là, où tout le monde faisait ça. Ghibli...
comment est-ce que j'écris Ghibli? Comme ça. Ghibli. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Où tout le monde avait fait des posts LinkedIn avec ces images un petit peu similaires, où ils se ressemblaient, où ils étaient dans le manga, où en fait, voilà, ça avait fait un gros buzz il y a quelques mois. Donc je ne sais pas si vous l'avez fait, si vous avez participé. C'est cool hein, pour découvrir l'IA, c'était trop bien parce qu'en fait, alors pour être très honnête avec vous, je critiquais pas mal puisqu'en fait, je trouvais que ça servait pas à grand chose. Mais en fait, j'ai complètement tort maintenant avec le recul, c'est que si, ça a permis à plein de gens de se dire ok, je vais aller tester l'IA en fait. Je vais aller tester comment est-ce que les gens font ça. Je me suis intéressé puisque c'était possible de faire gratuitement. Et en fait, ça a amené les gens vers l'IA de manière fulgurante. Et j'ai trouvé ça, enfin, avec le recul maintenant, j'ai trouvé ça trop bien. Alors, on a aussi des capacités de synthèse de voix, de musique, de texte. Donc, la musique, on va voir un exemple un petit peu plus tard. La suite, c'est que en 2016, on a AlphaGo qui va triompher sur le champion du monde du jeu de Go, qui s'appelle Lee Sedol. Alors, pour vous donner une idée, le nombre de combinaisons possibles aux échecs, c'est 10 puissance 120, ce qui est énorme, hein. Ça fait 10 avec 120 zéros derrière. Le jeu de Go, c'est 10 puissance 600. Donc 600 zéros derrière. Donc on est sur un petit facteur de quasiment 5, de 6, 5, exactement 5 d'ailleurs. Ouais. On est sur un facteur de 5 de différence. Sauf qu'en termes de puissance de calcul, pour résoudre ces choses-là, c'est pas du tout les mêmes demandes. Et donc là, ça marque un autre tournant dans l'histoire de l'IA, puisque c'est vraiment, on passe d'un jeu entre guillemets basique, qui sont les échecs, à un jeu hyper complexe avec beaucoup plus de possibilités. Vous voyez hein, déjà juste le tableau. Le plateau, il est beaucoup plus grand. Donc là, on est vraiment sur une grosse victoire de l'IA, encore une fois. Jusqu'au moment où là, c'est le début de la révolution. C'est le début de... C'est une bombe qui est lâchée dans le monde, qui s'appelle GPT-3, qui est créée par une entreprise qui s'appelle OpenAI, que je vais potentiellement prononcer OpenAI, mais bon, c'est juste pour vous le dire. Ça veut dire la même chose. C'est l'ancêtre de ChatGPT. Et là, en fait, on se rend compte du potentiel de ce que ça peut être un chatbot, de ce que ça peut être l'intelligence artificielle, et de ce que ça peut... Comment est-ce que ça peut aider l'homme. Et encore, on en est aux prémices. Hein. GPT-3, c'est le tout début de quelque chose qui s'avère incroyable. C'est une potentielle révolution pour l'humanité, pour notre civilisation. Enfin, ça va changer l'entièreté de l'infrastructure humaine. Et là, ça sort. Ça sort là, 2020. Je pense que c'est là où, en tout cas, moi, j'ai réalisé ce qui était possible. Ça faisait... Donc à l'époque 6 ans, parce que j'ai commencé en 2014, 6 ans que je travaillais déjà avec l'intelligence artificielle, mais en fait on appelle l'intelligence, on faisait ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle étroite. Ça veut dire que grosso modo tu as une tâche, tu l'automatises, tu la fais, tu fais en sorte que les bonnes réflexions soient posées au bon endroit. Et là, c'est la première fois qu'on a un cas d'usage avec une IA restreinte, certes, parce qu'elle était capable de faire que certaines choses, mais quand même avec une ouverture qui est beaucoup plus grande que ce que j'avais vu jusque-là, très honnêtement. Et voilà, je pense que comme beaucoup, on était beaucoup dans ce cas-là, et pour nous, quand je dis nous, c'est les gens dans la tech, c'est une révolution. C'est une révolution. Parce qu'on voit le potentiel, en fait. C'est pas forcément les qualités des textes, de ce qui était généré par l'IA, c'est
le potentiel qu'on voit, qu'on observe. Franchement, je pense qu'on est une bonne quelques millions à prendre une claque cette année-là. Sachant que c'est sorti en novembre 2020. 2021, pareil. Sortie de Dall-E, donc ce que je vous ai fait voir avec l'image de Ghibli, l'image du jardin japonais. Présentation du texte vers l'image. Donc c'est-à-dire que j'écris un texte et je suis capable d'avoir une image. Et alors, j'ai un petit, j'ai fait 3 ans de photos professionnelles. Voilà. Alors forcément, la qualité au début, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, enfin, vous avez vu, hein, je crois que je l'ai pas fermé. Ma photo là, voilà, derrière, si je voulais autre chose, c'est juste ma description de mon prompt qui serait pas bien formulé. Parce qu'imaginons que je voulais le couple à droite, là, près du pont, etc., avec le cours d'eau à gauche et plutôt une rivière qu'un lac. En fait, la seule différence, le seul truc qui m'éloigne aujourd'hui de cette photo-là, de cette photo que je viens de décrire, et le résultat, c'est juste le prompt. C'est ce que j'écris dans l'IA. Plus je vais être précis, plus je vais avoir ce que je veux. Et ça devient d'ailleurs, c'est pour ça que ça devient une compétence réelle et hyper recherchée de prompt et de l'ingénierie du prompt. De réussir à écrire et formuler des requêtes auprès de l'intelligence artificielle pour obtenir ce qu'on souhaite. Donc voilà, Dall-E, voilà, du texte vers l'image, c'est vraiment une révolution. 2022, le lancement de ChatGPT. Donc là, on est sur les 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Donc, ils nous avaient un petit peu préparé avec GPT-3, mais là, ChatGPT, voilà, là, on se retrouve avec une qualité de réponse qui commence à être vraiment très bonne. Non, je vais relativiser mon propos, qui commence à être correct. Mais pour plein de cas d'utilisation, c'est hyper intéressant. Alors, on a pas mal d'hallucinations, on a pas mal de choses, etc., qui rentrent en considération, mais quand bien même, on a quand même des résultats qui sont cool. 2023, GPT-4, voilà, on commence à avoir des résultats qui sont encore meilleurs. On a Google qui sort, Google Gemini, qui sort surtout ce qu'on appelle des modèles multimodaux. Donc c'est ce que je vous expliquais, c'est cette capacité de pouvoir mélanger le texte, la voix et les images. Alors, du coup, je vais rentrer dans une autre démonstration vite fait. Je vous propose une petite démonstration. Je vais juste vérifier que le son de mon ordinateur est allumé. Voilà, ça va être mieux comme ça. On est parti. Salut, est-ce que tu peux me décrire la ville de Caen, me dire d'où elle est et qu'est-ce qui se passe cette année en 2025? Parce qu'il y a un événement un peu particulier. Caen est une ville située dans le Calvados, en Normandie, et elle a un patrimoine historique vraiment riche, avec notamment le château de Caen et les abbayes de Guillaume le Conquérant. Et cette année, en 2025, la ville fête son millénaire. Il y a plein d'événements culturels, dont une grande parade en mai et un spectacle immersif au château. Ça promet d'être super festif. Voilà. J'ai rien entendu parce que mon casque n'était pas allumé quand j'ai mis sur mon oreille, mais grosso modo, donc qu'est-ce qu'il m'a répondu? Donc je peux récupérer derrière le texte directement. Il me dit Caen est une ville ok du Calvados, très bien. Et en fait, il m'explique exactement ce qui est en train de se passer. C'est que je cherche, ouais, c'est ça. C'est que Caen, du coup, la ville dont je viens, fête son millénaire. Est-ce que c'est pas exceptionnel de pouvoir discuter avec une IA comme ça et se dire mais voilà, je peux faire un peu tout et n'importe quoi, je peux commencer à discuter, je peux avoir des conversations. Et là, les cas d'usage pour un entrepreneur, pour quelqu'un dans la tech, pour quelqu'un de lambda qui a envie d'aider les gens, les cas d'usage, ils sont extraordinaires. Et je pense que si jamais vous êtes un petit peu créatif, inventeur, avec cette envie d'aider les gens et entrepreneur,
Il y a 1 million de cas d'usage à faire. On est sur le début de la bulle Internet. Hein. Au début des années 2000, on avait la bulle Internet qui permettait de commencer à créer des choses et vraiment, on a eu l'explosion technologique avec le monde qui a complètement changé. Hein. Les entreprises du top 500, là, c'est plus du tout les pétroliers et le monde pharmaceutique. Je sais plus. C'est vraiment c'est les entreprises de la technologie. Et demain, je ne serais pas surpris que ce soit les entreprises de l'intelligence artificielle. Mais c'est pour ça que vous avez vu au tout début de la présentation que les gens dans l'intelligence artificielle, ils étaient à fond là-dedans. Parce que oui, ils ont tous compris ça. Et voilà, on arrive dans ce gros changement-là. Donc la recherche d'informations, je vous l'ai déjà fait voir. Alors, je vais refaire un autre truc avec ChatGPT. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse Google Scholar. Je vais aller chercher un papier de recherche, peu importe lequel, sur un sujet j'en sais rien moi, sur un sujet sur l'intelligence artificielle AI. Voilà. Magnifique. J'adore le sujet de l'IA et de l'éducation. Hop. Voilà. Je vais le sauvegarder. Et ce que je vais venir faire, alors ça marche avec tout ce que vous voulez. Hein. Si vous avez des livres, si vous avez des... Alors, pour le coup, c'est là où je vois la plus grosse révolution. C'est pour le coup mon domaine, c'est la révolution de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation. Et ce que je vais vous faire voir là, c'est des choses que je donne aux étudiants, c'est des choses que je donne aux gens parce que en fait, c'est une autre manière d'apprendre. Donc, je mets mon casque cette fois, je l'allume et on va discuter avec ce papier de recherche. Alors, c'est parti. Je lui envoie le papier. Hop, donc là il me parle, mais moi je m'en fiche. Hello, alors je viens de t'envoyer un papier. Est-ce que tu peux me dire un petit peu de quoi ça parle, mais tu peux m'expliquer comme si j'étais un enfant parce que je suis pas très très bon dans le sujet. Bien sûr, en gros, le document parle de la façon dont l'intelligence artificielle, ou l'IA, peut aider à rendre l'éducation plus amusante et plus facile. Par exemple, l'IA peut aider les profs à donner des exercices qui correspondent mieux à ce que chaque élève a besoin, un peu comme un tuteur personnel qui sait exactement ce que tu dois apprendre et comment tu aimes apprendre. Est-ce que le papier il donne un exemple d'exercice? Le document ne donne pas d'exemple précis d'exercice, mais il explique que l'IA peut recommander des ressources d'apprentissage adaptées à chaque élève, par exemple en Ok, ça marche. ajustant la... Merci. Vous avez le choix d'être poli ou pas avec. Normalement, vaut mieux pas. Parce que on économise de la ressource en le faisant pas. Mais bon. Il y a la petite blague des gens qui disent qu'il vaut mieux, si jamais ils dominent le monde, vaut mieux être poli avec eux. Comme ça, ils s'en souviendront. Alors, on a vu la recherche d'informations avec Perplexity. On a vu la discussion. On a vu la génération d'images. Je vais vous faire voir 2 autres choses. Par quoi je commence ? 3 autres choses en fait du coup. Je vais commencer par cette fonction-là, comme ça on va la mettre à faire. Je vais ouvrir un nouveau chat. Je vais lui dire est-ce que tu peux me donner toutes les informations que tu trouves sur la communauté des explorateurs d'Ulysse Lupin. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, vous voyez là, en bas, j'ai une petite icône. Alors, l'icône, elle doit être outil en français, j'imagine. Je suis désolé, je l'ai en anglais. Et j'ai un bouton qu'on appelle Deep Research. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Ça va me permettre d'avoir une recherche qui est beaucoup plus poussée. Et surtout, il va me poser des questions pour mieux comprendre ce qu'on appelle le contexte. Donc ça, c'est un petit peu du prompt engineering. Je prends un petit peu d'avance sur la partie d'après. Mais là, du coup, il me demande, peux-tu préciser ce que tu aimerais savoir sur la communauté des explorateurs d'Ulysse Lupin ? Par exemple, l'histoire ou la création de la communauté. Je voudrais les deux.
Oui, les deux. Je suis curieux des membres de cette communauté. Je souhaiterais savoir la valeur ajoutée. Rejoindre cette commune. Et oui, comment je fais pour la rejoindre? Alors, il sait pas que j'en fais partie. Donc là, je vais le laisser chercher parce qu'en fait, cette partie de recherche, elle prend un petit peu de temps. Donc c'est pas forcément un truc qui va se faire instantanément. Ça peut prendre entre 5 et 10 minutes en fonction de ce qu'il a à dire et de ce qu'il a à faire. Il me dit que mes requêtes vont être un peu plus light. Bon, c'est pas très très grave. En soi, au pire, je le ferai tourner avec une autre IA. En attendant, on va regarder un autre truc. Alors là, je suis fan aussi. Ça s'appelle Suno. Et là, c'est... Vous n'êtes pas prêts. Alors, imaginons que je cherche à... Voilà, c'est un anniversaire. Je voudrais créer une chanson pour un copain. C'est son anniversaire et il fête ses 40 ans. Sauf que j'ai pas envie de faire le joyeux Noël, enfin joyeux anniversaire, le truc un peu blabla. Je voudrais une chanson émotionnelle pour un artiste, tiens, qui a enfin trouvé sa voie dans la peinture. Je voudrais un style... Qu'est-ce que je voudrais comme style? Un style émouvant. Et je voudrais un style... peut-être un truc un peu pop. Voilà. Et je vais pas me prendre la tête plus que ça. Alors, il y a moyen de faire de l'optimisation, de prompt, d'aller hyper loin dans la création de la chanson. Là, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, donc je vais faire créer. Il va me créer du coup 2 chansons. Ces 2 chansons-là, elles vont être ça va être 2 versions de ce que je lui ai demandé. Et ça peut être dédié, on peut mettre des prénoms, on peut mettre des choses comme ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute la première version. Et voilà, je ne vais pas tout écouter, je vais juste écouter un petit peu le début, voir ce que ça donne. Sous les éclats de couleurs si vifs, j'ai trouvé l'écho de mes récits. Des pinceaux dansent comme un ballet naïf, et mon âme chante, enfin elle vit. C'est ma toile de lumière, des rêves étalés en clair. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà quoi. Je vais avoir la deuxième quand même vite fait. On est sur un autre style. Mes récits, des pinceaux dansent comme un ballet naïf, et mon âme chante, enfin elle vit. C'est ma toile de lumière, des rêves étalés en clair. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que les chansons, elles parlent d'eux-mêmes. Juste en un prompt. Alors attention, il y a plein de choses à dire sur cette création de contenu, mais juste en un prompt, je sors ça, quoi. Voilà, donc moi, du coup, c'est devenu un truc exceptionnel à faire. Pour là, par exemple, j'avais la fille d'une amie qui du coup sortait, va être en vacances, là, comme tout le monde.
Et elle avait du mal à se dire, à attendre la dernière semaine, etc. Donc du coup, je lui ai fait une chanson pour pour qu'elle attende, soit patiente de la prochaine semaine. Enfin bref, il n'y a plus de limite à la créativité. Vous pouvez faire, je ne sais plus combien de chansons gratuitement euh, avant de devoir payer. Enfin, c'est exceptionnel. Donc là, on a le résultat de notre deep research. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il m'a fait une recherche à peu près banale, finalement. Il peut aller vraiment, vraiment beaucoup plus loin. Là, c'est parce que je crois que j'ai atteint une limite. Je peux pas. Je peux pas aller plus loin. Mais effectivement, vous pouvez vraiment le pousser très très loin. Il m'a retrouvé le prix, il m'a retrouvé pas mal de choses sur l'historique. Il parle des 100 challenges de Ulysse. Donc il va vraiment très loin dans sa recherche. Il va prendre beaucoup de sources, etc. Donc ouais, c'est hyper, hyper intéressant. Donc fonction de Deep Research à abuser. Franchement, à abuser. Et vous voyez, moi j'en ai un peu trop abusé parce que j'ai atteint ma limite. Et voilà. Enfin, je vais vous faire avoir 3 vidéos. 3 vidéos qui ont été générées avec l'IA, donc là, on est le 2 juillet 2025. Ils ont sorti, il n'y a pas longtemps, Google a sorti un générateur de vidéos qui s'appelle VO3. Et ce générateur de vidéos, il sort du contenu qui est juste incroyable. Et je vous emmène parce qu'on est parti, quoi. Ah oui. C'était pas mal de commencer par ça. Ça, c'est pour vous faire voir la différence entre avril 2025 et mars 2023 sur la génération de vidéos. Ça, c'est un mème, en fait, c'est au tout début de la génération de vidéos. Donc, les gens dans la tech, ils faisaient des blagues. Il y a beaucoup de gens dans la tech qui font beaucoup de blagues. Et cette blague-là, c'était faire Will Smith qui mange des pâtes. Et c'est devenu la vidéo de référence pour juger de la qualité de l'IA. Si on arrive à avoir une vidéo de Will Smith qui mange des pâtes correctement, qui est cool, et en fait, voilà, on estime que alors c'est pas le truc scientifique, mais d'un point de vue communautaire, c'est un peu la référence. Et du coup, je vais vous faire voir la comparaison des deux, quoi. Donc à gauche, vous avez 2023. Voilà, vous voyez que la tête, elle est vraiment, elle part dans tous les sens. La fourchette va pas dans la bouche. Voilà, les pattes ont l'air de n'importe où et n'importe quoi. Et à droite, vous voyez que l'image, on n'a pas tout le temps l'impression que c'est Will Smith encore qui mange. Voilà, le visage, il se déforme à moitié un petit peu de temps en temps. Mais voilà, quoi. Et il y a 2 ans d'écart entre les deux vidéos. C'est vous dire à quel point c'est avancé vite. La deuxième vidéo, c'est pour vous faire voir un petit peu ce que ça pourrait donner dans l'éducation. Je suis la queue entre les jambes. Et ils nous ont laissé un cadeau. Regardez-moi ce giga cheval en bois. C'est trop des bons en vrai. Je sens que c'est que du positif, frère. Ok les gars, on est dans le putain de cheval en bois. C'était l'idée de Karim, tout le monde s'est foutu de sa gueule, mais si ça marche, c'est historique, wesh. Les gars, ça a marché, Paril. Karim avait raison, mais bon 3 est à nous maintenant, vert. Voilà. J'ai envie de vous dire, vos cours d'histoire, les cours d'histoire que nous on a reçus, en fait, on aurait pu les vivre. Les profs auraient pu faire des vidéos, auraient pu faire des films exactement avec la connaissance qu'ils voulaient nous faire voir. Et ça aurait été peut-être beaucoup plus intéressant, en tout cas beaucoup plus interactif, beaucoup plus... voilà, ça aurait pu être incroyable pour les enfants qui, de toute façon, aujourd'hui, scrollent. Et donc, pour moi, voilà, pour moi, dans l'éducation du futur, juste pour parler un petit peu de ce qui m'anime, c'est l'éducation du futur. Mais ce genre de contenu, en fait, l'enfant est déjà en train de scroller. Donc, en fait, autant réussir à lui mettre du contenu comme ça, éducatif dedans, juste pour qu'il apprenne plein de choses, quoi. Parce que s'il y a accro, autant qu'il aille chercher là-dedans, quoi. Bon, la troisième vidéo, parce qu'on avait vu un monde réel. Enfin, là, je suis la styrite, on est sur les murailles. Et franchement, c'est tendu. Les forces de Sauron arrivent de partout. Voilà. Donc c'était pour vous faire voir que ça marche aussi, en fait, quand on était dans un monde complètement imaginaire. Et voilà.
Je crois que j'ai fait à peu près toutes les petites démos. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille juste sur la réglementation européenne. Alors, la réglementation européenne, on verra peut-être pas ça. Donc, je vais vous le dire maintenant. La réglementation européenne, grosso modo, elle vous intéresse pas. Sauf si vous faites des choses dans la santé, dans les choses un peu à données hypersensibles. Mais pour l'instant, on est en février. Donc, en février, ils ont sorti un truc qui disait, bah voilà, si vous êtes telle entité qui gère des données hypersensibles, hyper critiques, du coup, faites attention. En août, on a, si vous êtes une entité qui fait de la génération d'IA, eh ben, faites attention aux données des utilisateurs de l'Union européenne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des fonctionnalités qui ne sont pas encore sorties en France, parce que, du coup, en France, en Europe, parce que l'Union européenne, du coup, bloque pas mal de sorties. Grâce, à cause, c'est comme vous voulez. Moi, je n'ai pas d'avis. C'est juste les faits. Donc du coup, en une phrase, l'IA, en fait, elle avance par cycle de vision ambitieuse, d'hiver glaçant et de renaissance spectaculaire. Et 2025, ça marque une nouvelle phase, où création, réglementation et puissance de calcul convergent à grande vitesse. Donc pour parler de l'UE, je vous donne quand même la définition exacte de l'intelligence artificielle selon l'Union européenne. Donc l'IA n'est pas une technologie unique. Alors ça, c'est très très vrai. C'est un domaine scientifique. C'est un ensemble de techniques visant à créer des machines capables de reproduire certaines fonctions cognitives humaines, le raisonnement, la planification, l'apprentissage, la créativité. Sous le terme de l'IA, on retrouve plein de termes, notamment algorithmes, systèmes informatiques capables de traiter des données, des logiques variées, des statistiques, de la probabilité, des approches variées, probabilistes, des logiques expertes, des logiques statistiques. Je pense que c'est ça, logique statistique. C'est ce que je voulais dire. Et logique probabiliste. Pardon. Hop. Des réseaux de neurones et de l'apprentissage profond, donc ce que je vous ai expliqué. On a une partie automatisation de comportement intelligent dans un contexte défini. Alors ça, c'est ce qu'on va voir pendant le workshop ensemble. Pendant l'atelier, pardon. Et là, on rentre du coup dans le prompt, l'ingénierie du prompt, ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on fait, etc. Donc, l'IA générative. Donc, on a le zero shot prompting. Donc, grosso modo, c'est quoi ? C'est je demande à l'IA de me faire une tâche. Un exemple, quelles sont les causes principales du changement climatique ? Donc ça, c'est l'utilisation de l'IA de base. Et je vous invite à le tester parce que c'est hyper cool sur vos besoins à vous. Ensuite, on a le one-shot prompting, donc fournir un seul exemple pour influencer la réponse. Donc par exemple, tiens, est-ce que tu peux me résumer ce texte ? Et c'est la définition de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et du coup, il vous répond une phrase toute bête qui dit l'IA regroupe des méthodes permettant aux machines d'imiter certaines capacités intellectuelles humaines. Few shot, donc ça veut dire que je vais donner des exemples. Donner plusieurs exemples ou pour guider le style ou la structure attendue. Ça veut dire voici 3 exemples de description de produits par exemple. Maintenant, écris-moi une description pour ce produit-là. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais entraîner entre guillemets l'IA avec des mini-exemples. Comme ça, il va savoir un peu plus ce que j'attends et donc du coup, il va être capable de répéter. Ça marche pas très bien pour les posts LinkedIn, comme ça, vous le savez. Les posts LinkedIn, j'arrive pas à voir ce que je veux pour l'instant. La méthode d'Ulysse, elle est vraiment hyper spécifique, pratique, et j'adore le résultat que j'ai avec la méthode d'Ulysse, mais quand c'est moi qui les écris, pas quand l'IA les écrit pour moi. Donc voilà, je dis pas. On fera potentiellement un atelier là-dessus si ça vous intéresse pendant le live sur comment j'utilise l'IA moi pour faire mes prompts, pour faire mon ingénierie, mais voilà, ça vous donne un exemple. Donc le prompt entre guillemets chaîné, en anglais chain of thoughts prompting. Pourquoi ? Ça veut dire que en fait je vais décomposer ma tâche en plusieurs étapes. Et donc là par exemple, je vais demander à l'IA de me dire ok, est-ce que tu peux m'expliquer comment résoudre cette équation étape par étape ? Donc ça c'est une chain of thought inversée, c'est-à-dire un prompt chaîné inversé, ça veut dire que je vais demander à l'IA de casser et de résoudre les équations étape par étape. Ce que je peux faire aussi, c'est lui dire, ok, en étape 1, tu fais ça, en étape 2, tu fais ça, en étape 3, tu fais ça. Et ça va être hyper important et intéressant pour la partie automatisation. Parce qu'en fait,
en automatisation, je vais lui dire, bah tiens, j'ai besoin que tu aies un assistant, je voudrais que tu fasses telle chose, et je voudrais que tu me répondes sous ce format-là. Et ça va être des choses qu'on va vouloir énormément utiliser pour pouvoir obtenir les résultats qu'on veut. Alors, hop, on va vouloir des instructions détaillées, donc donner des consignes précises sur le fond et la forme. Donc par exemple, rédige un article de 200 mots sur les avantages du télétravail en utilisant un ton formel et en citant des sources. Donc ça, c'est assez clair et voilà, il sait à peu près à quoi s'attendre. Ça, si vous ne savez pas, demandez à vos enfants, ils savent. Le prompt contextuel, donc fournir un contexte ou des informations de fond pour affiner la réponse. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec la fonction de Deep Research, donc recherche approfondie, où en fait, il me demandait, tiens, qu'est-ce que tu veux vraiment savoir sur la communauté d'Ulysse, etc. Donc en fait, il le fait tout seul quand on fait la fonction de recherche approfondie, il pose tout seul les questions. Prompt basé sur un template, donc je vais lui donner un template, il va pouvoir utiliser ce modèle pour structurer ma réponse. Mais en fait, je peux faire des combinaisons des différents prompts que je vous ai donnés là, et ça va vous permettre de créer donc le chain of thought, le prompt chaîné, où en fait je vais avoir je peux faire des exemples, je peux lui donner des exemples de sortie dans ce qu'on appelle output, et ainsi de suite. Je suis désolé, je corrige mon format en même temps. Ensuite, le prompt d'extraction d'informations. Donc, potentiellement, je peux donner de la data à une IA et puis il va être capable de m'extraire ce dont j'ai besoin. Je peux même lui demander de me faire, j'en sais rien moi, de me donner des fichiers dans un format spécifique. Je pense par exemple si vous voulez un Excel, il peut vous fournir un Excel. Il peut vous fournir un PowerPoint. Alors les qualités du PowerPoint sont pas du tout encore au niveau. Mais ça vous donne des idées déjà de contenu, de contexte, etc. Malheureusement, ça n'écrit pas les présentations pour moi. Je suis obligé encore de les faire à la main. Peut-être qu'un jour. Prompt de reformulation ou de style. Donc, c'est-à-dire que je peux lui préciser le style, le point de vue, ou je peux lui dire ok, là, en fait, est-ce que tu peux me le réécrire, mais sous un ton un petit peu plus informel. Ou alors là, par exemple, tu as utilisé le vouvoiement, je voudrais que tu utilises le tu. Ou alors là, est-ce que tu peux les réécrire, j'en sais rien, ce passage-là de ce livre-là, mais d'un point de vue de 7 autres personnages, par exemple. Voilà. Il y a plein d'exemples. Dans ce cas-là, raconte l'histoire de Napoléon du point de vue d'un de ses soldats. Voilà. C'est un peu, c'est ce que je pense. Prompt de simplification ou d'adaptation. Donc, demander une explication adaptée à un public particulier. Et ça, c'est un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure, je crois. Ouais, si je l'ai fait. Quand j'ai mis le casque et que j'ai parlé à ChatGPT, je lui dis ok, voilà. Je t'ai envoyé ce papier de recherche là, mais est-ce que tu peux me l'expliquer comme si je suis pas très bon, etc. Donc lui, il l'explique aussi comme si tu t'adressais à un enfant de 8 ans. Voilà. Vous pouvez modifier l'âge, ça change pas grand chose. Entre 5 et 13 ans, les explications sont toujours un peu les mêmes. J'ai essayé. Bon, ce qui est important finalement, c'est un peu la précision. Et donc pourquoi la précision ? J'adore ce passage-là, je trouve qu'il est hyper représentatif. Je suis désolé pour la qualité, mais c'est... Hop. D'être un petit peu plus précis. Prêt pour la suivante ? Envoyez. Répondez aussi vite que vous pourrez. Quel âge a une personne née en 1928 ? Homme ou femme ? Pourquoi ? De la précision, Bob. D'accord, bon, je reprends. Quel âge a un individu de sexe masculin né en 1928 ? Encore vivant ? Un individu de sexe masculin né en 1928 qui est toujours en vie. Quel âge a-t-il aujourd'hui ? Quel mois ? Un individu de sexe masculin né le 3 octobre 1928 qui est toujours en vie. Quel âge a-t-il aujourd'hui ? À quelle heure ? À 10h du soir. À 22h pile. Où ça ? N'importe où. Voyons, soyez plus précis, Bob. Parce que, attention, si le type est né en Californie le 3 octobre 1928 à 22h pile, il a 67 ans, 9 mois, 22 jours, 14 heures et 12 minutes. Et s'il est né à New York, il a 3 heures de plus.
Voilà. Donc ce passage-là, je le trouve vraiment excellent pour expliquer la précision. Ce niveau de précision-là, il va être hyper important quand vous parlez à l'IA. Et donc pour faire ça, pour casser un petit peu ce que c'est qu'un bon prompt, et bien en fait un bon prompt, on a 4 principaux trucs à penser, grosso modo. La clarté, la précision, le contexte, les objectifs. On va utiliser un langage simple, direct, on va pas être ambigu, on va être le plus clair possible, on va être spécifique sur ce qu'on attend, on va lui donner des détails, on va lui expliquer le contexte, et on va lui indiquer clairement ce qu'on veut. Une explication, un résumé, une liste, un exemple. Et en fait, en utilisant ces 4 blocs, bah en fait, on va pouvoir avoir un prompt qui est top. Sauf que c'est hyper chiant. Je vais être honnête avec vous, c'est hyper chiant de penser à tout ça. Même moi, je l'utilise tous les jours. Genre, vous regardez mon truc de ChatGPT, déjà si j'atteins la limite sur un truc, c'est que je l'utilise vraiment tous les jours. C'est hyper chiant. Je ne fais pas mes prompts moi-même parce que j'ai une technique. Ouais. Alors, on va regarder ça. Je suis un petit peu feignant. Les gens dans la tech en général sont assez feignants. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que je peux faire de manière plus rapide, je vais toujours faire cette technique-là. Ça va me permettre de faire d'autres choses plus rapidement. Donc, et je peux en faire plus. Donc, c'est l'efficience à fond. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que je peux lui demander ? Peux-tu m'écrire un prompt pour écrire une histoire à mon enfant afin que je lui lise avant de dormir. Tac. Pose-moi les questions nécessaires pour optimiser mon compte. Et donc, je vais pas, je suis pas inspiré, j'ai peur d'oublier des choses, c'est compliqué de penser à tout quand j'écris un prompt, c'est aussi pour ça que je le fais. Et donc du coup, là en fait, il me répond, il me propose, il me fait des choix et je lui dis voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que voilà, tac. Je vais reprendre, je fais un copier-coller de ton texte et je lui dis, ok, à propos de ton enfant, quel est son prénom ? Donc je vais l'appeler Julien. Quel âge il a ? Il a 3 et 5, 8. Est-ce que ton enfant a une ou plusieurs peurs, des préoccupations, des émotions que tu aimerais aborder ou apaiser à travers l'histoire ? Peur du noir. Eh ben écoute, on va faire la peur du noir. Hop là. La peur du noir. Et d'avant et la peur, hop, avant d'éteindre la lumière. Donc c'est pas mal. Tu veux commencer alors, qu'est-ce qui me... Ah oui, oula, j'ai loupé plein de questions. Tac. Ok. C'était ici. Ok. Souhaites-tu que la loi soit apaisante pour l'endormissement, éducative avec une petite morale, fantastique et pleine d'aventures ? Mais écoutez, moi je suis assez fantastique et pleine d'aventures, donc je vais supprimer le reste. Ensuite, préfères-tu une durée ou une longueur ? 3 minutes, 5 minutes, 2 minutes. 2 minutes. As-tu des éléments que tu veux absolument inclure ? Un animal totem, un lieu magique, machin, etc. Eh bien, moi, je voudrais une fée allumette. Je regarde s'il n'y a pas de connotation. Veux-tu que ton enfant soit le personnage principal ? Oui, s'il te plaît. Oui. Souhaites-tu un conte traditionnel, moderne et imagé ? Oula, pardon. Moderne et imagé, ça me semble pas mal. Avec des répétitions ou formules rassurantes ? Non. L'histoire doit-elle se répéter chaque soir avec quelques variations, une série d'aventures ? Non, c'est bon. Non. Mais il me propose, vous voyez, des choses comme ça. Hop là. On va voir ce qu'il nous sort.
Mais et encore, je l'ai pas mis en deep research, hein, parce que là, c'est un truc qu'il aurait pu faire aussi en deep research. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a généré mon prompt parfait. Donc je lui ai envoyé mes informations, il m'a généré le prompt, et là, je vais pouvoir l'utiliser. Donc potentiellement avec un modèle un petit peu plus élevé. Je vais peut-être parler de ça. C'est là à gauche, là sur ChatGPT en tout cas, sur les autres, c'est un peu différent. Sur ChatGPT, on va avoir plusieurs modèles qui vont être, alors en fonction de si vous utilisez la version gratuite ou payante. En général, en ce moment en tout cas, le O3, c'est le meilleur. C'est hyper puissant, hyper rapide, etc. Mais par contre, si vous voulez, en fonction des tâches que vous voulez faire, en fait, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc O3, c'est un raisonnement avancé et c'est très juste parce que c'est quand je galère sur un truc et que 4O ne me répond pas, en fait, je peux aller plus loin. Derrière, on a différentes d'autres. Le 4.1, il est super pour faire du code. Donc si jamais vous êtes un petit peu dans la tech et que vous voulez faire un peu de code, moi j'imagine que j'ai pas besoin de vous apprendre ça, mais voilà, 4.1, ça marche via l'API. Bref. 4.5 pour la partie recherche. J'avoue que je suis plus que O3 sur la partie recherche. Mais voilà. Donc là, je vais lui faire sur le 4O, genre une petite histoire basique parce que voilà. Et il est en train de m'écrire l'histoire que je vais du coup pouvoir lire tout seul à mon enfance, qui donnerait un truc. Ce soir-là, Julien était seul dans sa chambre. Les yeux grands ouverts, le noir commençait à s'installer et son cœur battait un peu plus vite. Sa main hésitait devant l'interrupteur. Et si quelque chose se cachait dans l'ombre, sous le lit, ou derrière le rideau. Soudain, clac! Une lumière dorée jaillit de sa table de nuit. Une minuscule créature apparut. Bon, je vais m'arrêter là, mais au moins ça vous donne une idée de l'histoire qui est en fait pas si mal comme ça, en tout cas pour le début, j'ai pas tout lu. Donc voilà, c'est ma technique pour le prompt. Comme ça, en fait, le truc, c'est que je vous ai présenté ça comme ça parce que c'est intéressant de comprendre exactement comment est-ce qu'on crée un prompt, etc. Et que ma technique que je vous fais voir, elle ne répond pas tout le temps à tout. Mais dans 90% des cas, ce que je vous ai fait voir avec la demande avec ChatGPT pour créer le bon prompt sur des trucs un petit peu complexes, c'est largement suffisant et ça couvre 90-95% des cas. Mais c'est bien de savoir la théorie pour pouvoir l'appliquer après dans la suite. Si jamais vous avez besoin d'inspiration, alors cette ressource-là, je ne l'ai pas trouvée en français. J'imagine qu'il y en a d'autres. Mais en anglais, on a un site qui permet d'avoir plein de prompts pour avoir plein d'idées, ou alors en fait les prompts qui sont déjà tout faits, puis derrière vous avez juste à modifier ce que vous voulez. Vous pouvez potentiellement juste aller sur le site, le traduire en français, et vous allez retrouver des prompts. Hein, on peut aller vite fait. Hop. Tac. Donc agis comme un prof d'anglais et aide-moi à améliorer mon anglais. Agis comme un guide de voyage et aide-moi à planifier tel voyage. Pour checker, agis comme un tel personnage, agis comme un conteur d'histoire, agis comme un commentateur de football, et ainsi de suite. Donc vraiment, il y a vraiment une liste de prompts assez incroyable. Hein. Je vous l'ai fait défiler, mais voilà. Donc, voilà à peu près tout. Je pense que j'ai couvert pas mal de choses. Si je fais un petit résumé, je reviens un petit peu sur mon prompt là. Donc vous avez eu toute l'histoire de l'IA avec, toute l'histoire. Il y aurait tellement plus à dire, vraiment tellement plus à dire, mais en fait je pourrais parler pendant des heures et des heures, donc c'est pas forcément le but. Mais au moins vous avez compris un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'était que l'apprentissage approfondi. Comment est-ce que ça rentrait dans les réseaux neuronaux, etc. Qu'est-ce que c'était qu'un réseau neuronal avec le début avec John Upfield. Qu'est-ce que un petit peu comment est-ce que l'apprentissage il fonctionne, etc. On a vu la plateforme d'OpenAI. On a vu un petit peu de Gemini aussi. Je vous l'ai pas fait voir, mais voilà, je l'ai mentionné. En fait, dans les IA que vous avez, où il y en a 8,
Vous avez en français, vous avez le Mistral, donc le Mistral c'est l'entreprise, le nom de l'IA c'est Le Chat. Vous pouvez aller la tester, je vous invite à la tester. Personnellement, je la trouve un dessous, donc je ne l'utilise pas, mais voilà. Ce que je vous conseille, à vous de voir comment vous gérez vos informations, mais ce que je vous conseille, je pense que c'est un vrai avantage à travailler avec une seule IA, parce qu'en fait, ça vous permet de lui poser des questions sur tout un contexte, sur toutes les informations que vous lui avez déjà données. Il y a une petite fonctionnalité que je peux vous proposer dans l'IA qui va être intéressante à regarder, ça va être dans les préférences. Vous avez préférences, il me semble que c'est sécurité ou contrôle des données. Je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est. C'est quelque part par là. Je ne vais pas forcément faire la recherche devant vous, mais grosso modo, vous pouvez contrôler les données et lui dire ce que vous autorisez et ce que vous autorisez pas. Par exemple, est-ce que vous autorisez. Non, il y a une seule question, c'est est-ce que vous autorisez vos données à être utilisées. Ah, voilà, c'est ça. Donc, est-ce que je peux améliorer le modèle avec les données ou pas? Et en fait, là, vous le désactivez. Donc, vous pouvez l'activer, le désactiver ici. Donc, moi, je l'avais désactivé. Voilà, donc je vais réessayer de désactiver. Vous pouvez inclure les audios, les machins, etc. Donc, voilà. C'est on-off, c'est dans contrôle des données. Et bon, c'est un petit peu utilisation de la vie privée, etc. C'est hyper intéressant si vous voulez être sympa, vous le laissez en on. Hein. C'est genre, toutes les IA font ça. Sachez que cette petite option-là, elle commence à être mise un peu partout. Donc voilà, je vous invite à aller la chercher, à utiliser l'IA pour savoir où c'est, notamment sur Facebook, sur Instagram, sur tous les services de Meta. Je crois que j'ai fait un bon tour de toute la technologie de l'IA générative. Vous avez vu pas mal de choses. Pour la suite, je vous invite à pratiquer avec les prompts parce que les prompts vont jouer beaucoup. Parce que je vais aller un petit peu plus vite sur certaines choses. On va avoir des agents, on va avoir des technologies, on va avoir de l'automatisation, on va voir comment est-ce que je prends des données en entrée et en sortie. Donc voilà, pratiquez, jouez avec les prompts, avec tout ce que je vous ai donné là, parce qu'il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à faire la technique de OK, toi IA, dis-moi comment je dois faire mon prompt. Si jamais vous trouvez un cas dans les 5% qui ne marche pas, gardez-le dans un coin, on en parlera. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout couvert. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne continuation. On se retrouve le 16 cette fois en live pour discuter de l'automatisation. Voilà, ciao.